Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau de la télévision Mutetezi, la promotion de la voix de la minorité, dans notre rendez-vous quotidien Redevable, une émission qui vise à renforcer la responsabilité citoyenne à tous les niveaux. Nous abordons des questions d'actualité politique, économique et socio-culturelle. Ce soir, nous allons aborder une question qui fait déjà débat dans nos communautés. Est-ce qu'il faut se rendre aux urnes ou il faut boycotter, rester à la maison et pas se rendre aux urnes? Voilà une question à laquelle nous allons répondre au cours de notre émission ce soir. Pour commencer, bienvenue à la découverte de notre invité de ce soir. Bonsoir, Monsieur Jordan. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Merci d'être venu. Merci. Alors, pour la population, je suis sûr que vous faites un grand travail, mais il y a quand même certains de membres de la communauté qui ne connaissent pas qui vous êtes. Alors, une brève présentation serait très utile peut-être. Merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Oui. Moi, je suis Jordan Mugisha, je suis le président provincial du Parlement des jeunes du Nord Kivu. Voilà, en guise de présentation, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup d'être là, Monsieur Jordan. C'est avec Monsieur Jordan, le président du Parlement provincial de la jeunesse, que nous allons aborder cette question ce soir, la participation aux élections. Alors, pour commencer, Monsieur Jordan, parce que c'est une question qui fait déjà beaucoup de débats dans nos communautés, il faut savoir, on en est où avec le processus électoral qui a déjà été déclenché? Il y a des questions qui se posent. Est-ce que vous en savez du niveau où nous en sommes avec l'évolution du processus électoral en RD Congo? Par rapport au processus électoral, si je peux un peu revenir en arrière pour donner un goût à ceux qui sont en train de nous suivre. En fait, la RDC a connu beaucoup de problèmes dans son processus électoral. Et si je touche les années 1990, vous comprendrez que nous avons eu un régime autoritaire sous le président Mobutu. Exact. Et ce régime autoritaire a fait tout ce qu'il a voulu, a fait tout ce qui a été passé. Vous êtes bien informés. Et voilà, vers les années 2003, il y a eu l'initiation d'un processus de transition. Et ce processus qui a conduit à l'aboutissement d'une nouvelle constitution. C'est en 2006. Et c'est cette constitution qui a été formulée, mise en place en 2006, nous a permis à avoir des élections, des premières élections pacifiques. Et voilà, ces élections ont été sanctionnées par la victoire de Joseph Kabila, qui a été élu, et un parlement bicaméral a été mis en place. Après 2006, je vais en 2011. 2011 où il y a eu l'organisation de nouvelles élections. Et vous comprendrez qu'il s'est passé une nouvelle allure du processus électoral. Parce qu'en 2011, le processus électoral a subi de nombreuses irrégularités. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, et notamment il y a eu un grand retard. Il y a eu aussi des contestations envers la société civile et les acteurs politiques. Parce que vous comprendrez que le pouvoir en place était en train de forcer pour que ce soit eux-mêmes qui restent au pouvoir. Et après ça, quand Joseph Kabila est élu président de la République, il y a un climat controversé qui s'est observé dans la société. Notamment, de part et d'autre, il y a eu des accusations. Les gens n'ont pas été contents de ce scrutin. Ils ont vu que c'était en tout cas une très grande fraude qui s'est observée en 2011. Mais après tout, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est resté au pouvoir. Et vous trouverez que le système politique de notre pays, par rapport à ce processus électoral, en tout cas, c'est comme quelque chose que les gens s'approprient et pour imposer à la communauté congolaise. C'est ça mon analyse quand j'ai essayé de fouiller le passé et voir comment est-ce que le processus électoral a évolué. Nous allons en 2018. En 2018, c'était prévu qu'il y ait élection, mais avant 2018, c'était 2016. Oui. Vous comprendrez avec moi qu'en 2016, il y a eu beaucoup de reports. On a reporté les élections à plusieurs reprises et jusqu'à ce que ces élections aient eu lieu en 2018. Et voilà, en 2018, on a constaté encore plusieurs défis lors de l'organisation de ces élections. Et ces défis étaient vus du côté des organisateurs des élections, de ceux qui sont concernés d'organiser les élections. Et voilà, si je peux citer certains de ces défis, il y a d'abord le défi logistique et la CNI, la Commission électorale nationale indépendante,
qui avait présenté un défi logistique, parce que c'était violé de tout le monde. La CENI n'avait pas de matériel logistique pour organiser les élections. Bon, il y avait quelques matériels, mais ce n'était pas vraiment suffisant pour des élections crédibles et transparentes. Il y a aussi les défis, il y a aussi des allégations qui sont revenues à cette époque-là. Des leaders politiques qui ont encore accusé. Ils n'étaient pas contents encore du processus électoral, parce que vous comprendrez qu'après plusieurs reports, c'est qu'il y avait eu des problèmes pendant cette période qu'on reportait les élections. Et voilà, il y a eu un consensus qu'ils ont trouvé entre politiques et ils ont abouti à organiser les élections en 2018. Mais cela, en tout cas, n'était pas une bonne procédure, parce que lorsque ces irrégularités passées reviennent pendant le processus, comprendrez que ça ne permet pas que nous puissions, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, juger que les élections étaient crédibles et transparentes. Et voilà, après 2018, les élections ont été organisées et le président actuel a été déclaré vainqueur, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous comprendrez que la manière dont les élections se sont déroulées, les gens encore étaient mécontents. Il y a les opposants qui n'étaient pas contents. Il y a certains qui disaient que c'est Martin Fayoulou qui avait remporté les élections. Les autres disaient que non, c'est Chadari qui avait remporté, comme il était le poulain de Joseph Kabila. Il y a d'autres qui disaient que non, c'est Félix Tshisekedi. Et vous trouverez que pour trouver solution à toutes ces allégations, c'est toujours le pouvoir en place qui a encore donné un mot d'ordre, qui a proclamé un candidat. Bon, bien sûr, ça a aidé à ce qu'il y ait stabilité dans notre pays, parce que vous comprendrez que, dépendant des vouloirs de tout candidat qui était à la présidentielle, en tout cas, ce que nous vivons aujourd'hui, il fallait que ça se fasse. Et voilà, si la RDC continue aujourd'hui à être appelée nation-pays, bon, on ne se fie qu'aux dirigeants qui sont là actuellement. Ceux qui n'étaient pas été proclamés par la commission électorale, bon voilà, ils n'ont pas baissé aussi les bras. Ils continuent à mener des luttes au travers des positions qu'ils occupent. Et moi, je pense que c'est ça la démocratie. Lorsqu'il y a le pouvoir en place, il y a aussi l'opposition. Cela montre qu'il y a une démocratie, en tout cas, dans les pays. Voilà ce que je peux dire par rapport au processus électoral. Et après ça, je vais souligner qu'il y a eu des réformes de ce processus. Parce qu'après 2018, on a essayé de réformer le domaine électoral, dans le sens où on a amélioré la logistique. Au moins, ça nous reconnaissons en tant qu'acteurs de la société civile, les acteurs internationaux qui participent dans le processus électoral de la RDC. Ils ont pensé à pouvoir répondre à certaines allégations et accusations qu'ils ont essayé d'énumérer pendant tous ces processus passés. Et voilà, en 2018, ils ont essayé d'améliorer la qualité de la logistique de la CENI. Et à part ça, ils ont donné une certaine garantie d'un processus électoral transparent et inclusif. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, certaines réformes, malheureusement, parmi celles qui étaient entamées, n'ont pas encore vu leur mise en œuvre. Voilà, c'est ça le problème que nous continuons à subir. Et je me dis que les élections qui pointent à l'horizon en 2023, en tout cas, vu ce qui se passe dans la société, va encore connaître un peu de problèmes, vu que comme on n'avait pas fini à mettre en œuvre ces réformes, parce qu'il fallait qu'on en finisse pour qu'on se dise que voilà, nous allons faire face en tant que population à un processus électoral qui est très assidu, qui est très transparent et inclusif. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces points. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Si nous devons revenir sur cette question, le président il s'est prononcé à l'occasion du 30 juin. Il a précisé très clairement qu'il avait demandé aux institutions d'appui à la démocratie, notamment à la CENI et au gouvernement, de pouvoir mettre tout ce qu'il faut en marche pour s'assurer que le délai constitutionnel d'organisation des élections soit respecté. Je crois que c'est quand même, ça a été un bon message à entendre de la part du président. Mais si on doit revenir sur le processus qui a déjà été déclenché pour les élections 2023, quelles pourraient être les irrégularités que nous pouvons retenir? Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui décrient certaines irrégularités, mais si on doit le dire de façon très claire, quelles irrégularités nous on peut retenir en tant que peuple? En fait, quand vous voyez la Constitution, il est prévu que le mandat du président
soit sanctionné par des élections. Parce que lorsqu'il finit son mandat, normalement, il doit organiser les élections. Et nous, en tant que peuple congolais, nous sommes toujours attendus à des élections crédibles et transparentes. Malheureusement, avec la manière dont nos dirigeants organisent les élections, vous comprendrez qu'il y a un problème. Le problème se trouve sur le point de vue des positionnements. Parce que même au début des préparations de ces élections, quand on a nommé les animateurs de la CENI, il y a des partis qui n'étaient pas d'accord. Du président Denis Kadima qui pas profité, mais qui a eu cette faveur du chef de l'État de pouvoir être nommé président de la CENI. Alors, cette situation a créé en tout cas beaucoup de mécontentement au sein de la société et au sein des confessions religieuses, au sein de l'opposition. Et ça a laissé à ce que dès le départ, qu'il n'y ait plus confiance. Mais quand cela ne tient, le président de la République, il n'a pas vu tout cela. Parce qu'il est le garant de la nation, il s'est dit qu'il doit respecter la Constitution et il doit organiser les élections. Peu importe ce qui va venir, vous êtes informé que nous sommes en train de traverser une période très difficile, une période qui est en tout cas marquée par l'insécurité, les violences qui se passent par-ci par-là, surtout à l'est de la RDC. Mais cela n'a pas bloqué au président de la République de se dire il faut que la CENI fonctionne, il faut que les élections soient organisées. Bon, par rapport à ces points, moi je suis en train de donner mon point de vue. Moi je pense qu'un pays qui se respecte doit normalement respecter la Constitution. Et le respect de la Constitution, peu importe ce qui peut subvenir lors du processus en cours, en tout cas doit être une condition sine qua non. Et c'est là que le président s'est fié. Lui, il est en train de voir que le fait de reporter les élections, de ma part, c'est pouvoir lui induire dans l'erreur de ne pas respecter la Constitution. Et voilà, lui, en tant que garant de la nation, il s'est dit, je dois respecter la Constitution. Et c'est pourquoi il est en train de faire en sorte que les élections aient lieu. Mais par rapport aux irrégularités, lors de ce processus, en tout cas, vous comprendrez qu'il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu des mécontentements, des soulèvements. C'est qu'il y a eu des irrégularités. Parce que, voyant même... Et je ne vais pas m'adouer le président parce qu'il est le président de la République. Parce que si je vois le point de vue et enrôlement des électeurs, par exemple, en tout cas, comparativement des cartes qui étaient octroyées aux électeurs dans les années passées, lors de l'organisation des élections qui se sont passées, en tout cas, ce n'est pas la même qualité. C'est qu'il y a une mauvaise qualité de cartes d'électeurs. Et vous-même, vous êtes enrôlé, j'espère, vous êtes congolais. C'est qu'aujourd'hui, si on vérifie votre carte, on peut être surpris, elle est déjà effacée. Oui. Parce qu'on se demande, c'est une situation que nous n'avons pas compris. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moyens financiers pour disponibiliser les matériels afin de pouvoir préparer l'enrôlement des électeurs? C'est la question que nous sommes posée. Et voilà, moi-même, j'étais agent à la CENI. Et j'étais agent, mais aussi observateur. J'étais en train d'observer tout ce qui s'est passé à la CENI, mais c'était catastrophique. On s'est demandé pourquoi est-ce que ici à l'Est, l'enrôlement devient comme un COP. Je ne sais pas, ça ne s'est jamais passé. Les irrégularités lors de l'enrôlement que moi je peux soulever personnellement, il y avait eu peu de bureaux d'enrôlement. Et vous trouverez que les endroits où étaient placés les bureaux, c'était des endroits qui étaient moins sécurisés. Parce qu'il n'y avait pas d'éléments effectifs, il n'y avait pas l'effectif des policiers, les policiers qui devaient encadrer le centre de la CENI, il n'y avait pas en tout cas d'éléments suffisants. Et voilà, ce sont les irrégularités qui se sont passées par rapport à l'enrôlement des électeurs. Mais par rapport au processus, à d'autres points que je peux essayer d'énumérer. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a des moyens financiers pour ces élections. Ça, c'est un grand problème qui encore secoue la communauté. Et les gens sont en train de se poser la question. On va faire face à une élection, bien sûr. Est-ce que les machines à voter sont déjà disponibles? Est-ce que le personnel lui-même est déjà disponible pour ces élections qui seront organisées? Et voilà, il y a encore le problème de la guerre à Rutshuru, à Beni. C'est très compliqué. En Ituri, les groupes armés aussi persistent et ne veulent pas déposer les armes. Mais on se dit que bon, comme le président a cette envie-là, ce courage-là de pouvoir respecter la Constitution, et il a donné une décision ferme par rapport à ça, nous, en tant que citoyens,
nous allons nous conformer à ce qui va se passer de toutes les façons. On est habitué à cette vie et de forcer les choses. Et voilà comment est-ce que je peux motiver par rapport à ces points d'irrégularité du processus électoral. Alors, déjà, le président de la CENI a reçu hier quelques leaders de l'opposition qui ont posé quelques préalables. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps que certains de ces leaders ont dit qu'ils ne déposeraient pas leur candidature tant que certains préalables n'étaient pas réunis. Je crois que c'est dans ce contexte que le président de la CENI, M. Denis Kadima, a reçu cette délégation de membres de l'opposition qui ont exigé qui déjà sont en train de douter de la crédibilité du fichier électoral déjà réuni à ce stade, qui exigent qu'un audit soit fait pour prouver la crédibilité de ce fichier électoral. Mais avec le président de la CNU qui a garanti quand même qu'on va afficher quand même les listes des gens qui ont été recensés pour ce processus, mais que l'opposition refusait toujours pourrait maintenir sa position s'il n'y a pas un audit qui est fait pour démontrer la crédibilité de ce fichier. Alors, s'il arrivait que l'opposition maintienne cette position, que cette crédibilité n'est pas établie et que l'opposition, tous ces leaders de l'opposition ne se présentaient pas aux élections de décembre 2023, quelle lecture nous on devrait faire en tant que population? Finalement, on se comporte comment? Si moi j'avais prévu voter pour, disons, Martin Fayoulou ou alors Matata Pogno et que ces deux ne se présentent pas, je me comporte comment? Vous savez aussi, nous avons une opposition bien sûr, mais il faut mettre un point qui concerne la confiance et à la majorité et à l'opposition. Vous savez, ces opposants que nous avons aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec le gouvernement passé. Si je peux voir ma tante Pogno, si je vois Moïse Katumbi, si je vois peut-être Martin Fayoulou, mais il a été député. Je sais qu'il a été élu député. Ça ne veut pas dire qu'il a travaillé pour le régime, qu'il était pro le régime. C'est pas qu'il a travaillé. Il était représentant de la population. C'est pas qu'il a travaillé pour le régime. Mais aujourd'hui, je suis en train d'observer un esprit radicaliste au sein de l'opposition. En fait, vous savez, une chose qui concerne les moyens financiers, et en tout cas, il ne faut pas blaguer avec l'argent. Le président de la République, quand il a accédé au pouvoir, d'abord, il a rencontré beaucoup de problèmes. La question était de commencer à résoudre ces problèmes. Et pendant qu'il résolvait ces problèmes, il y a l'opposition qui mettait pression. Maintenant, on se demandait, nous, en tant que population, mais comment est-ce que le gouvernement qui est en place peut tenter de résoudre les problèmes qui persistent dans la société, les problèmes qui ont été, je ne sais pas, laissés par le gouvernement sortant. Parce qu'on devrait commencer par là, parce qu'on ne peut pas avancer tant qu'il y a encore des problèmes au préalable. Voilà, moi je pense que l'opposition, si l'opposition se respectait normalement, elle devait d'abord accompagner, parce qu'on ne peut pas rester radical et s'opposer à tout quand même. Il faut aussi voir l'évolution du pays. Si vous voulez le développement du pays, et bien sûr, il faut quelque part accompagner ceux-là qui sont en train d'animer les institutions, dans le sens où le gouvernement devrait d'abord résoudre les problèmes qui ont été laissés par ses prédécesseurs, et après, on passe à l'autre chose. Et moi, je suis en train de me dire que ce gouvernement que nous avons aujourd'hui, le président de la République lui-même, en tout cas, nous avons lu sa volonté. Il a une volonté de faire mieux et de travailler pour sa nation. Parce qu'il est le premier président, vous êtes informé, qui a dénoncé le Rwanda ouvertement face à l'agression que nous subissons. Et c'est quelqu'un qui peut signer un accord et le retirer à cause de la confiance de sa population, à cause de l'amour de son pays. C'est pas que je suis en train de parler pour Félix Tshisekedi. L'opposition aussi a ses droits. L'opposition a ses droits, bien sûr. Mais en fait, à l'état actuel, l'état où nous avons déjà dépensé, la RDC a déjà dépensé beaucoup d'argent durant ce processus électoral, si on se disait qu'il faudrait encore faire l'audit du fichier électoral, en tout cas pour moi, je suis en train de voir que c'est une question légitime. C'est une question légitime que la population est en train de vouloir. Mais vous trouverez que dans la communauté, si vous consultez les couches de la population, cette question est en train d'être oubliée. Ce ne sont que des opposants qui sont en train d'actualiser la question. Mais nous, en tant que société civile, on se prépare déjà aux élections parce qu'on dit, le président a dit dans ce discours que les élections auront lieu et il a exhorté à la CENI d'organiser ces élections. Peu importe ce qui va se passer. Bon, peut-être par rapport aux mesures que nous sommes en train de subir aujourd'hui, l'état de siège qui est en Ituri au Nord Kivu, je pense que
vu la Constitution, ne peut pas organiser des élections là où il y a l'état de siège. Parce qu'il faut commencer par là, lever l'état de siège pour que nous puissions aussi participer au processus. Mais en ce qui concerne l'audit du fichier électoral, moi je souhaiterais, et ça c'est mon avis personnel, que nos opposants puissent participer. Le président actuel serait mauvais en tout cas, s'il ne permettait pas à ses opposants de participer à ce processus. C'est là que moi je me fâche souvent. Quand vous voyez, il commence à se régler des comptes. Oh, lui, il est de cette position. C'est toujours moi qui dois rester au pouvoir. En tout cas, ce n'est pas bien consommé dans la population. C'est que le président de la République, dans ses prérogatives, il doit aussi permettre à ce que tout celui qui veut, c'est la démocratie, qui veut participer aux élections, tout celui qui veut postuler, s'il respecte les règlements de qui sera établi par la CENI, eh bien qu'on lui laisse postuler et ne pas commencer à régler des comptes. Voilà, et c'est ça toujours cet esprit-là des règlements de comptes qui laisse à ce que l'opposition reste radicale à certaines questions et dit qu'il faut refaire, il faut refaire. Et quand on refait, c'est qu'on est en train d'aller vers les reports des élections. Monsieur Jordan, cette question elle est vraiment fondamentale et je crois qu'elle mérite toute l'attention parce que je ne vois pas comment est-ce que moi en tant qu'opposant je vais déposer ma candidature quand je sais déjà j'ai des bonnes raisons de croire que le fichier va être biaisé, ce qui veut dire que j'ai aucune chance de réussir. Même si je vais réussir, les résultats qui vont être proclamés ne reflèteront pas exactement les vrais résultats. Mais si j'ai cette crainte-là, pourquoi je vais participer à un processus? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Lors du processus de l'enrôlement, il y a certains opposants qui n'ont pas participé à l'enrôlement des électeurs, comme le FCC par exemple. Il n'y a aucun leader de FCC qui s'est enrôlé. C'est qu'ils ont boycotté l'enrôlement. Boycotté l'enrôlement, parce que je ne sais pas, ils sont en train de vouloir que nous ayons un gouvernement de transition sans Tshisekedi, c'est ce qu'ils veulent. Et vous comprendrez que comme le pouvoir en place, c'est que l'opposition veut que nous ayons un gouvernement de transition, mais quand même nous devons nous respecter en tant que pays. Quand on a proclamé le président de la République et tout son staff, c'est que les rapports de la CENI prouvent que ce sont eux qui ont gagné les élections. C'est que nous devons aussi... Est-ce qu'il y a lieu de craindre que maintenant la participation va risquer d'être faible de la part de la population? Parce que moi j'ai échangé quand même avec des amis qui me disent moi je n'ai pas confiance parce que je sais déjà en fonction de ce qui se passe, il y a en tout cas une fraude qui est en train de se préparer. Et donc, que je me rende aux urnes ou pas, ça ne changera rien parce que les résultats vont être tels que les leaders qui sont en place vous savez, de toute façon, les élections constituent un pilier très essentiel, en tout cas de la participation citoyenne et du processus électoral. Et ça permet à ce que la population participe à la prise de décisions politiques. S'il y a des gens comme l'opposition, qui a constaté, même dans la société civile, il y a déjà qui ont constaté des irrégularités et qui veulent à ce que cela soit réglé avant les élections. Mais c'est simple. Ils ont cette occasion. Nous sommes dans la démocratie. Ils peuvent contacter les animateurs de la CENI, ceux-là qui sont concernés par les élections. Ils peuvent dénoncer. Ils peuvent aller auprès d'eux, dénoncer même au travers les médias internationaux, voire même... ils peuvent aller voir même des juridictions internationales pour dénoncer cela. Et moi je pense que dans un pays qui se respecte, lorsqu'il y a ça ne va pas, surtout à ce qui concerne le processus électoral, et qu'il y a des irrégularités que l'opposition a dénoncées, bon, moi je pense qu'ils doivent revenir. Si vraiment cette question touche une grande partie de la population, ils doivent revenir et voir comment trouver un intérêt d'attente. Parce que j'ai aimé d'abord quand on nous a dit que la CENI va rencontrer les opposants. Ça s'est passé. Mais vous comprendrez qu'il y a ceux-là qui n'ont pas participé, comme Katumbi n'a pas été là. Adolphe Muzito n'a pas été là encore. On a appris que lui sera consulté le lundi. On ne sait pas. Alors, nous attendons aussi son avis en tant que leader de l'opposition. Mais tout ce que je sais est que l'opposition a tous ses droits d'aller consulter, d'aller dénoncer et d'aller accuser ces irrégularités pour qu'on puisse revenir à un processus apaisé. Mais la question que je me pose, si jamais le gouvernement restait aussi radical à ce qu'ils ont préparé, parce que moi je sais qu'ils sont en train de voir les moyens qui ont été utilisés pour organiser ce que nous avons aujourd'hui. Et voilà, comme les élections pointent à l'horizon, et ils ne voudraient pas encore
prendre des ressources du pays pour réorganiser. Mais c'est encore possible si si l'opposition convainquait la communauté internationale, si l'opposition convainquait l'opinion publique. Moi, je pense que ça peut être possible qu'on revienne sur l'audit du fichier électoral. Le travail qui va se faire maintenant, c'est de savoir est-ce que l'opposition va devoir s'en remettre à des institutions internationales, parce que déjà la question des élections, c'est une question qui relève de la souveraineté nationale et c'est une question, toutes les contestations relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle qui est une juridiction nationale. Et donc, c'est ce doute déjà qu'il y a eu au niveau de la nomination irrégulière de certains membres de la Constitution, de la nomination de Denis Kadima qui a également été contestée, soi-disant que c'était un proche de Félix Tshisekedi, de noter une certaine préparation de cette fraude dont on parle. En fait, la dernière question à laquelle je voudrais que vous puissiez tenter de répondre, c'est maintenant avec tout ce que nous avons vu, avec toutes ces irrégularités et tout ce que nous voyons, est-ce que les gens, la population devrait-elle se rendre aux urnes ou on devrait boycotter le processus parce que les résultats est déjà connu. Donc, vous vous rappelez, on dit qu'au Congo, c'est le pays dans lequel on connaît les résultats des élections avant les élections. Alors, est-ce que la population devrait se rendre aux urnes? Et là, je voudrais vraiment que vous nous donniez une réponse claire et précise. Nous devons y aller ou nous restons à la maison finalement? Moi, je pense que la population aussi est responsable de prendre ces décisions. Parce que par rapport à la participation, cela dépend d'un citoyen à un autre, parce qu'il y a même ceux-là qui ne se sont pas fait enrôler. Ils ont dit que, en tout cas, la qualité de la carte n'a pas été la bonne. Mais nous nous sommes dit que notre pays est encore insécurisé. Et vous trouverez que sans carte d'électeur, il est difficile d'exercer même ces activités dans notre pays. Il fallait toujours en avoir. Comme c'est la carte qui nous permet de lire, parce que la population, pour moi, en tout cas, doit participer aux élections. Parce que s'il y a des irrégularités, normalement, et comme je l'ai dit, ils doivent signaler ces irrégularités avant la tenue des élections. Et en signalant les irrégularités, et c'est auprès de ces gens qui supervisent les élections. Et comme ils auront déjà dénoncé et signalé, je pense que là, ils auront déjà conscientisé celles qui sont en train d'organiser les élections. Après ça, ils doivent s'impliquer. La population doit s'impliquer. Dans quel cadre? La population doit être observateur de ces élections. Ils doivent participer dans des bureaux de vote pour voir ce qui se passe. Et quand c'est la population elle-même qui participe, qui supervise dans des bureaux de vote, je suis sûr qu'ils vont faire en sorte que les choses se passent bien dans les bureaux de vote. À part ça, il y a un autre point qui est très important. Et la population doit envisager de se joindre à des cours juridiques. Des cours juridiques, c'est-à-dire les opposants et les couches de la population, lorsqu'ils se joignent à des cours juridiques, c'est pour porter ses préoccupations, pour montrer déjà que ça ne va pas avant la tenue des élections, pour que les résultats ne puissent pas encore nous surprendre. Et voilà, quand on a déjà ces irrégularités, elles sont enregistrées. Et voilà, avant de proclamer le candidat, on va d'abord revoir ces irrégularités pour voir qui mérite d'être proclamé et qui ne mérite pas d'être proclamé. Mais aussi, il faut sensibiliser l'opinion, parce que il y a un petit pourcentage de la population, surtout quand je vois les gens, les dames, ils ne s'intéressent pas à la politique. Parce qu'il faut sensibiliser aussi ces gens pour qu'ils soient informés de la tenue des élections et du processus, pour qu'enfin, quand il y aura proclamation, qu'on sache qui est légitime et qui n'est pas légitime. Mais pour cette question, en tout cas, moi je pense que la population doit elle-même se porter acteur de ces élections auxquelles nous voulons faire face. Parce que quand la population est représentée valablement, je suis sûr et certain que les choses peuvent mieux se passer dans des bureaux de vote. Merci beaucoup pour ce dernier message, M. Jordan. La population doit se prendre en charge et jouer l'acteur plutôt que le spectateur, c'est comme ça que l'on dit. C'est ça que j'ai précisé. Merci. Il s'agit de nos représentants, des gens qui vont aller parler pour nous et pour notre compte. Et donc, il vaut vraiment la peine de participer, peu importe les convictions personnelles que l'on peut avoir. Voilà, donc en dernier lieu, vous pouvez lancer un dernier message, peut-être en tant que président provincial du Parlement de la jeunesse, un dernier message à la population que vous pouvez lancer les temps pour nous avant de clôturer cette... En fait, comme on vient de finir le débat, je vais revenir à interpeller la conscience de la population.
Les élections dépendent en tout cas de la volonté personnelle pour participer. Parce que vous ne verrez jamais la police venir prendre quelqu'un à la maison pour lui demander d'aller voter. Parce que tout ce que je peux demander particulièrement à la jeunesse, parce que c'est elle qui constitue un grand pourcentage de la population de la RDC, la jeunesse doit être consciente. Aujourd'hui, il n'est plus question de manipulation. Aux jeunes qui ont déjà ouvert les yeux, ils doivent en tout cas être très conscients et se dire que nous voulons faire face à des élections dans lesquelles nous-mêmes nous allons profiter. Parce que de toute façon, la politique, c'est le jeu d'intérêt. Et là, ils sont en train de demander à tous les jeunes qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner ces dirigeants-là qui ont travaillé pour leurs intérêts égoïstes et donner encore la chance à ceux-là qui ont bien travaillé parce qu'on ne va pas juger que tous ont été négatifs, non. Il y a ceux-là quand même qui ont essayé de travailler et ceux-là qui ont essayé d'éprouver. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Jordan. Je crois que ça va être le dernier message sur lequel nous allons nous reposer pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce numéro ce soir. C'était Monsieur Jordan Mugisha, le président du Parlement provincial de la jeunesse. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement. Nous sommes avec vous. Nous vous retrouvons chaque mardi et jeudi de 19h juste à 19h30. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Jordan. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très ravi. Je serai encore ravi de participer prochainement dans le cadre des émissions. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Ciao. Merci.